Je vais parler vraiment de la continuation de ce que vient de dire Grégor sur la fondation de l'UNESCO et l'occultation de l'eugénisme après 1945. Occultation d'ailleurs très paradoxale parce que c'est une occultation-manifestation. Tout d'abord pour fixer un peu tout ça dans le temps, l'UNESCO, vous le savez, a été fondée le 16 novembre 1945 dans le contexte de la création des divers organismes des Nations Unies avec une ambition très claire d'opposer les droits de l'homme au national-socialisme récemment vaincu. Problème, dès le début, constitutif, parmi les vainqueurs figure un certain nombre de personnes favorables à un certain nombre de principes du national-socialisme vaincu. Alors, ce qui est le plus visible, le plus massif, si je puis dire, c'est que parmi les vainqueurs les plus imposants, il y a l'Union soviétique, marxiste-léniniste, qui est tout aussi totalitaire évidemment que le national-socialisme, ça vous le savez, mais qui est surtout tout aussi matérialiste, évolutionniste et darwiniste que le Troisième Reich. Et puis, en moins visible, mais tout aussi présent, figure parmi les vainqueurs le libéralisme anglo-saxon qui a énormément promu l'eugénisme dans les années d'avant-guerre. Et donc ça entraîne pour nous, pour le sujet qui nous occupe pendant toute cette journée d'études, une attitude de l'UNESCO qui est très ambiguë, qui est tout à la fois de rejet et de promotion. Je sais bien que le « en même temps » est à la mode, mais donc là c'est en même temps rejet de l'eugénisme et de promotion de l'eugénisme, et vraiment d'un même mouvement. Ce qui est très troublant pour le lecteur vaguement rationnel que vous et moi pouvons être. C'est extrêmement déconcertant parce que vous avez un grand nombre de textes qui disent l'abomination de la désolation c'est l'eugénisme et qui promeuvent l'eugénisme dans le même texte. C'est pas des équipes différentes, c'est les mêmes. Et donc c'est très troublant. Alors juste parce qu'il y a un énorme dossier sur la définition de l'eugénisme, je vais y revenir brièvement, mais moi je m'en tiens là aussi très bêtement à la définition du Larousse. L'eugénisme, c'est une théorie cherchant à opérer une sélection sur les collectivités humaines à partir des lois de la génétique. Loi plus ou moins bien comprise, comme disait Grégor il y a quelques minutes. Alors, tout d'abord, commençons par les principes de fondation de l'UNESCO, et donc un rejet tout à fait clair et massif de l'eugénisme. Je vais revenir au préambule de fondation de l'UNESCO. Les gouvernements des États partis à la présente convention, au nom de leur peuple, déclarent 1. Que les guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. 2. Que l'incompréhension mutuelle des peuples a toujours été au cours de l'histoire à l'origine de la suspicion et la méfiance entre nations par où leurs désaccords ont trop souvent dégénéré en guerre. Que la grande et terrible guerre qui vient de finir a été rendue possible... Attends, écoutez bien. Que la grande et terrible guerre qui vient de finir a été rendue possible par le reniement de l'idéal démocratique de dignité, d'égalité et de respect de la personne humaine, et par la volonté de lui substituer, en exploitant l'ignorance et le préjugé, le dogme de l'inégalité des races et des hommes. 4. Que la dignité de l'homme exigeant la diffusion de la culture et l'éducation de tous en vue de la justice, de la liberté et de la paix, il y a pour toutes les nations des devoirs sacrés à remplir dans un esprit de mutuelle assistance. J'insiste pas sur la suite. Pour tous ces motifs, les États signataires de cette convention, résolus à assurer à tous le plein et égal accès à l'éducation, la libre poursuite de la vérité objective et le libre échange des idées et des connaissances, décident de développer et de multiplier les relations entre leurs peuples en vue de se mieux comprendre et d'acquérir une connaissance plus précise et plus vraie de leurs coutumes respectives, en conséquence ils créent, etc. Donc, ce qu'il faut retenir de mon point de vue principalement, c'est ce point central. Nous réagissons à la grande et terrible guerre qui vient de prendre fin en promouvant les principes d'idéal démocratique, de dignité, d'égalité et de respect de la personne humaine. Et donc, vous ne pouvez pas dire plus clairement que vous rejetez radicalement les principes nationaux socialistes, en particulier d'inégalité des races et des hommes. Et ça n'est pas qu'un principe programmatique, c'est un principe qui est annoncé, réaffirmé à plusieurs reprises dans l'histoire de l'UNESCO. J'en prends juste un exemple. Vous savez qu'un des enjeux importants des Nations Unies dans les années 50 à 70 a été l'affrontement entre diverses visions du monde et de l'homme, et notamment entre la vision soviétique et la vision américaine.
Et en particulier, j'ai découvert ça dans une thèse sur l'histoire de l'UNESCO qui raconte cette anecdote assez savoureuse. 56e session du Conseil exécutif de l'UNESCO en avril 60, l'URSS et la Pologne, cherchez d'où ça vient, demandent l'organisation d'une nouvelle conférence internationale d'organisation d'enseignants et de jeunesse pour, citation, promouvoir l'éducation dans l'esprit de la compréhension internationale et pour lutter contre le fait que, de nouveau citation, le système éducatif d'un grand nombre de pays, là aussi chercher la cible, inculque sous une forme ou sous une autre des idées de méfiance et d'hostilité envers les autres nations, ainsi que des idées d'inégalité raciale, de nazisme, l'esprit de revanche et le culte du pouvoir. Et la doctorante dit, cette proposition de résolution vise nommément les États-Unis, la République fédérale allemande et l'Afrique du Sud. Et naturellement, elle a été rejetée. Mais c'est très intéressant, hein. À plusieurs reprises, pour des raisons très souvent politiciennes, on remet le sujet du racisme et donc le sujet indirectement de l'eugénisme sur la table, et toujours pour le condamner. Donc voilà le fait massif, hein. L'UNESCO, comme le reste des Nations Unies, est fait entre autres choses, pour assurer la coopération internationale sur la base des droits de l'homme et du respect de la dignité de toute personne humaine. Maintenant, évidemment, si c'était le seul sujet, ma conférence n'avait pas beaucoup d'intérêt, parce que je pense pas que ça soit vraiment des informations spécialement confidentielles jusqu'ici. Après, ce qui est un peu plus problématique, c'est que derrière cet affichage, il y a pour autant une promotion d'une autre notion de dignité de la personne humaine et toujours des promotions de l'eugénisme et du birth control en particulier. Alors, avant de venir à la politique de l'UNESCO sur le sujet, je voudrais d'abord m'arrêter sur Julian Huxley, qui est un personnage tout à fait fascinant. La famille Huxley, de façon générale, est une famille fascinante. Alors, Julian Huxley, ses dates, c'est 1887-1975, donc c'est le premier directeur de l'UNESCO, c'est pour ça qu'il a vraiment sa place ici. Mais c'est pas n'importe qui. D'abord, on le connaît comme le frère aîné d'Aldous, je vais y revenir dans un instant. Mais c'est surtout, surtout le petit-fils de Thomas. Thomas est connu comme le bulldog de Darwin. C'est le surnom qu'il aimait à s'auto... Enfin, ça a été donné par la presse britannique de son temps, mais il aimait beaucoup, paraît-il, ce surnom. C'est pas un surnom extraordinairement flatteur, parce que de mon modeste point de vue. Mais et pourquoi est-ce qu'on l'appelle le bulldog de Darwin? Pour plusieurs raisons. D'abord, il a beaucoup aidé à l'édition des œuvres de Darwin. Et puis, dans la légende, a priori, c'est un fait qu'on trouvait, mais la légende qui a été abondamment promue veut que Thomas Huxley, donc le grand-père de Julian, ait affronté le 30 juin 1860 Samuel Wilberforce, qui était l'évêque d'Oxford, l'évêque anglican d'Oxford, et donc ce dernier, ayant encore quelques bases d'anthropologie chrétienne, un peu agacé par le ton de la conférence, lui demande s'il descend du singe par son père ou par sa mère, et il paraît que Thomas Huxley aurait répondu qu'il préférait avoir un singe parmi ses ancêtres plutôt qu'un individu dont les talents auraient été mis au service du mensonge. Évidemment, le mensonge étant un mensonge chrétien, vous aurez bien compris. Donc voilà le cadre général familial. Il a été donc très grande bourgeoisie britannique, très grande lignée de scientifiques. Lui-même est un grand scientifique. Vice-président de la Société eugénique britannique dans les années 30 et 40, devient président de la Société eugénique britannique en 1960. Très lié au darwinisme, il a beaucoup produit d'œuvres de vulgarisation du darwinisme, secrétaire de la Zoological Society en 1935, membre fondateur, c'est pas inintéressant non plus, du WWF en 1961, membre fondateur. Et alors, évidemment, ce qui nous intéresse dans le cadre de cette lecture, c'est son caractère profondément eugéniste. Donc, je disais qu'il a vice-président de la Société britannique. Encore une fois, c'est la Société britannique, Grégoire nous en a parlé, c'est quand même impressionnant, hein. Ils soutiennent les lois raciales du Troisième Reich. C'est pas un truc purement intellectuel, c'est pas des débats qui n'ont pas de conséquences concrètes. Ils vont à Berlin discuter de ce genre de questions. Oui. Oui,
1941, alors que la guerre bat son plein, il écrit ceci: une fois pleinement saisi les conséquences qu'implique la biologie évolutionnelle, l'eugénique deviendra inévitablement, et c'est très frappant, inévitablement, on les a partout, inexorablement, ça ne peut pas éviter d'arriver. Ils ont, c'est vraiment un sens de l'histoire matérialiste qui est très frappant, deviendra inévitablement une partie intégrante de la religion de l'avenir, ou du complexe de sentiments, parce que pour eux c'est la même chose, quel qu'il soit, qui pourra dans l'avenir prendre la place de la religion organisée. Donc l'eugénisme est à la base d'une nouvelle religion scientifique, pas comme la nôtre, enfin pas comme le christianisme, c'est une religion fondée sur la science, et notamment la science de l'évolution et la science de la génétique. Mais donc ça, je vais dire, à la rigueur, avant 1945, c'est des discours qu'on s'attend à trouver chez ce genre de personnes. Après, c'est plus amusant. En 1957, il tient un discours dans lequel il redit, donc, enfin, vous voyez bien la scène, on est donc 12 ans après la chute du nazisme, il est premier directeur de l'UNESCO, je crois qu'il ne l'est plus à cette époque-là, mais enfin, il a quand même une autorité institutionnelle pas négligeable. La qualité des personnes, et non la seule quantité, est ce que nous devons viser. Par conséquent, une politique concertée est nécessaire pour empêcher le flot croissant de la population de submerger tous nos espoirs d'un monde meilleur. Extraordinaire. Plus important encore, il place d'emblée, dès le début de sa mission de directeur de l'UNESCO, il place l'eugénisme parmi les buts de l'UNESCO. Ça, c'est vraiment, à mon avis, vraiment crucial. Vous savez qu'il est l'auteur d'une plaquette très célèbre, qui s'appelle l'UNESCO, ses buts, sa philosophie. Alors, comme vous avez pu constater, c'est un philosophe, disons, discutable, bien qu'il soit bon scientifique, mais philosophiquement, c'est probablement un peu plus problématique. Mais donc, cette plaquette est encore sur le site de l'UNESCO. Ça reste un peu c'est pas la charte, hein, mais ça reste un peu l'intention du législateur, comme on dit en politique. Dans cette plaquette, l'UNESCO, ses buts, sa philosophie, il écrit ceci. À l'heure actuelle, il est probable que l'effet indirect de la civilisation, loin de favoriser l'eugénisme, lui est contraire, et de toute façon, il semble vraisemblable que le poids mort de la stupidité génétique et de la débilité physique, de l'instabilité mentale et de la tendance aux maladies, qui existent déjà dans l'espèce humaine, s'avérera un fardeau trop lourd pour permettre la réalisation d'un progrès réel. Ainsi, bien qu'il soit indéniable que tout programme radical d'eugénisme sera politiquement et psychologiquement impossible pendant de nombreuses années encore, il est extrêmement important pour l'UNESCO de s'assurer que le problème eugénique soit étudié avec le plus grand soin et que l'opinion publique soit informée de tout ce qu'il met en jeu, de manière que ce qui est maintenant inconcevable puisse au moins devenir concevable. La mission de l'UNESCO consiste à mettre les idées eugéniques sur la table pour laisser le choix aux populations bientôt. Et vous voyez comment ça se renvoie la balle entre les activistes du birth control d'un côté et les intellectuels ou les institutionnels de l'autre. C'est assez fascinant aussi, ce jeu de pouvoir qui va toujours dans le même sens, mais qui donne l'impression d'un libre débat. Un peu plus loin, il continue, un autre sujet tout à fait différent, situé lui aussi aux confins de la science, est l'eugénique. L'eugénique n'a cessé d'être à la limite du scientifique et de l'antiscientifique. Constamment en danger de devenir une pseudo-science, là vous voyez bien à qui il fait référence, le nazisme évidemment, fondée sur des idées politiques préconçues ou sur l'affirmation d'une supériorité et d'une infériorité de race ou de classe. Il est cependant essentiel de faire entrer l'eugénique entièrement dans le domaine de la science. Car dans un avenir assez proche, le problème de l'amélioration de la qualité moyenne des êtres humains deviendra vraisemblablement urgent, et l'on ne pourra le résoudre qu'en appliquant les découvertes d'un eugénisme vraiment scientifique. Encore une fois, il faut écouter non seulement les mots, mais écouter d'où ils sont dits. C'est le premier directeur de l'UNESCO qui réfléchit à sa mission. Et donc vous voyez là-dedans quelques grands principes, un scientisme très militant, la science va remplacer la religion et la politique à brève échéance, un matérialisme tout aussi militant, la nouvelle religion sera scientifique basée sur la matière, et un évolutionnisme, darwiniste essentiellement, très clair.
Dès le début, dès la naissance de l'UNESCO, c'est la place d'un affrontement assez dur, et qui n'a jamais cessé depuis, hein, mais sauf que la voix catholique est de moins en moins audible, mais elle n'a jamais cessé d'exister quand même. Donc, dès le début, il y a la réponse catholique, et en l'occurrence la réponse de Jacques Maritain. Vous savez que Jacques Maritain donc, est un des grands noms d'abord de la philosophie catholique, un des grands noms de la résistance intellectuelle et spirituelle au nazisme. Il a passé toute la guerre aux États-Unis à lutter publiquement, notamment à la radio, contre le national-socialisme. Ça va être un des grands noms de l'antifascisme dans les années 30, mais évidemment il n'a pas arrêté avec la guerre. Et en remerciement de son attitude et par ailleurs pour essayer de rabibocher, si je puis dire, l'Église catholique de France avec la résistance, le général de Gaulle l'a nommé ambassadeur de France près de Saint-Siège. Et donc c'est en qualité de président de la délégation française, président de la délégation française à la seconde conférence générale de l'UNESCO à Mexico, le 6 novembre 1947, il est président de la séance et il reprend un certain nombre de points radicalement en opposition à la plaquette d'Huxley. Alors, je vais évidemment pas lire tout son discours qui est vraiment un des grands discours fondateurs de la version catholique des droits de l'homme. Je vais venir à la fin aux limites du procédé, mais il n'empêche que ça pose très nettement le problème. Donc il reprend bien des points familiers au lecteur. Je ne sais pas si vous êtes très familier de Jacques Maritain, mais par exemple dans les années 30, ça a été il s'est beaucoup fait connaître par une dispute disputatio avec Raymond Aron en particulier sur le machiavélisme, et donc il est très anti-machiavélien et très hostile à la déconnexion morale politique. Donc là, il y insiste, il écrit ceci: la maxime d'après laquelle la politique doit être indifférente au bien et au mal est une erreur homicide, que le machiavélisme, s'il procure des succès immédiats, produit de soi la ruine à longue échéance, et que le principe et la vertu du machiavélisme ne peuvent être vaincus que par le principe et la vertu de la justice authentiquement politique dans un climat spirituel où une volonté héroïque trouve à s'affirmer. Évidemment, on n'est pas tout à fait dans l'ambiance générale de Julian Huxley. Mais je vais lire un peu cursivement, en sautant des passages évidemment, le discours de Maritain à Mexico. Nous nous en rendons compte, mesdames et messieurs, l'avenir de l'homme et du monde. Donc on est encore une fois à 47-48, c'est le début de la peur nucléaire. C'est le début des grandes peurs qui seront à la fois le terreau du développement de toutes les thèses eugéniques d'un côté, et en même temps c'est aussi un terreau favorable pour un homme comme Maritain pour dire l'humanité a ensemble, collectivement, une responsabilité à choisir le bien et à assurer la paix sur la base d'une justice. Donc l'avenir de l'homme et du monde est menacé, radicalement menacé, en dépit des intentions certainement nobles des hommes de savoir, des hommes de science. Il est menacé parce que les merveilleux résultats de leurs recherches et de leurs découvertes, surtout dans le domaine des sciences de la nature, ont été et continuent d'être exploités au préjudice d'un impératif éthique, à des fins qui n'ont rien à voir avec les exigences de la science, et jusqu'à des fins de destruction et de mort, et ceci à un degré jamais connu jusqu'ici, causant des dommages vraiment inimaginables. Donc vous voyez, Maritain est un homme d'une exquise politesse. Je ne crois pas qu'il cite une seule fois Huxley nulle part. En tout cas pas dans son discours à l'UNESCO, mais toute sa conférence est dite on ne peut pas, sur le thème, on ne peut pas bâtir une philosophie des droits de l'homme solide sur la base de Julian Huxley. Juste pour que vous compreniez un peu l'enjeu du débat, je pense que c'est assez clair, mais à l'époque, Julian Huxley s'était fait connaître plutôt dans l'opinion publique par cette déclaration un peu ils ont quand même le sens de la com, il faut reconnaître ce qui est. Il avait dit nous n'avons pas besoin d'un dieu, etc., d'une religion. Marx et Darwin suffisent à notre vision du monde. Extraordinaire. Évidemment, ça suffit pas tout à fait à la vision du monde de Maritain.
Et donc, il continue. Et ce qui est très intéressant, c'est que Maritain cible pas la philosophie, il cible la science. La science peut être mise au service de la destruction de l'homme. Alors que la science est appelée à être au service de la vie de l'homme, on constate trop souvent qu'elle est asservie à des buts qui sont destructeurs de la vraie dignité de l'homme et de la vie humaine. Le débat va porter sur ce que c'est qu'une dignité. C'est le cas lorsque la recherche scientifique elle-même est orientée vers ces buts ou quand ses résultats sont appliqués à des fins contraires au bien de l'humanité. Ceci se vérifie aussi bien dans le domaine des manipulations génétiques et des expérimentations biologiques que dans celui des armements chimiques, bactériologiques, nucléaires. Et un peu plus loin, il va peut-être encore plus loin. Le troisième problème dans la conscience de chacun d'entre nous éprouve l'urgence et celui de la valeur humaine et de l'usage humain de la science et de la technique. L'avènement de l'âge atomique a tout à coup dévoilé au monde la face terrible. Évidemment, vous aurez bien compris qu'avant, il avait préparé ça dans le terrain. L'avènement de l'âge atomique, c'est le truc qui réunit tous les participants à cette conférence internationale ont tous peur de la guerre mondiale atomique. Mais en parlant d'expérimentation génétique, il fait évidemment très clairement référence au Troisième Reich et beaucoup plus subtilement à l'eugénisme de Julian Huxley. Donc l'avènement de l'âge atomique a tout à coup dévoilé au monde la face terrible de ce problème. L'homme ne croit plus qu'à elle toute seule, la science et la technique assurent le progrès et le bonheur de son espèce. Il est plutôt saisi d'épouvante en voyant les destructions et les calamités qu'elles peuvent engendrer. Les hommes de science s'interrogent, et c'est avec un profond respect, et en tâchant de discerner toute la portée du drame évoqué par elle, que nous devons considérer l'angoisse d'un savant de génie comme Albert Einstein. Ce qui est demandé à l'intelligence humaine, c'est de prendre conscience du fait que nous sommes entrés dans un âge crucial de notre histoire, et où, sous peine de mort, les gigantesques moyens de puissance procurés par la maîtrise scientifique de la matière devront être soumis à la raison en surmontant les tentations irrationnelles auxquelles l'être humain est sujet, surtout dans son existence collective. Et c'est aussi de comprendre qu'il y a une hiérarchie interne, une collection vitale entre les vertus de l'âme humaine et que la science a pour domaine propre les moyens, mais que le domaine des fins relève de quelque chose qui n'est pas la science et qui est incommensurable avec elle et qui s'appelle la sagesse. Il n'y aura dans le monde de demain ni paix, ni liberté, ni dignité assurée pour nous, tant que dans les structures de la civilisation et dans la conscience des hommes et des savants eux-mêmes, la sagesse et la science ne seront pas réconciliées et les applications de la science rigoureusement soumises au droit moral et aux vraies fins de la vie humaine. J'ai pas besoin d'insister longtemps sur la différence de tonalité de ce que dit Maritain avec ce que dit Julian Huxley. Ce qui est fondamental là, c'est parce que c'est un débat qui n'a plus cessé de se poser depuis, donc encore une fois 45. Chaque fois que le Saint-Siège intervient, Grégor parlait tout à l'heure de la conférence du Caire, c'est toujours avec ce même argumentaire. La science, c'est merveilleux. Le contrôle de la population, pourquoi pas, à condition que ça soit soumis au bien moral objectif de l'être humain et de l'humanité collectivement. Et donc évidemment, c'est difficilement supportable pour un Julian Huxley, sachant quand même que le point de Maritain a été très unanimement célébré comme la vraie vision de l'UNESCO. Alors on sait jamais, c'est là aussi si ça relève de l'hypocrisie, si réellement les gens ont été convaincus par l'argumentaire de Maritain, qui personnellement me semble très convaincant, mais je reconnais que j'ai une tare indélébile qui est d'être catholique. Mais voilà. Il n'empêche que ce discours a été très applaudi, y compris par des sphères très étonnantes. Les communistes l'ont beaucoup applaudi. Mais bon, voilà en tout cas posé le problème. Vous avez deux visions des droits de l'homme et de la mission de l'UNESCO. La vision de Huxley, la vision de Maritain, elles n'ont jamais plus cessé de s'opposer. Alors maintenant, je vais pas m'intéresser beaucoup aux péripéties de cet affrontement. Je voudrais juste réfléchir avec vous sur ce que c'est qu'un eugénisme libéral, parce que maintenant que l'eugénisme autoritaire a été discrédité par le nazisme, on commence à entendre on commence depuis 1947, hein, donc on commence tôt à entendre une revendication en faveur de l'eugénisme libéral. J'insiste sur le fait que l'eugénisme autoritaire est rejeté par un grand nombre de conventions internationales contraignantes et un grand nombre de législations nationales. Je prends juste l'exemple de la France.
l'article 225.1 du Code pénal s'oppose à la discrimination notamment fondée sur l'origine, le handicap ou les caractéristiques génétiques. Et l'article 16.4 du Code civil prévoit que nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine, et ce que toute la littérature juridique à peu près interprète comme une prohibition directe de l'eugénisme. Mais évidemment, qu'est-ce que ça signifie? Parce que il y a depuis, encore une fois, 1947, d'immensément nombreuses tentatives de dissocier le fait du mot. Le mot étant trop chargé d'histoire, il est peu recommandable. Le fait, lui, continue à devenir, à être important. Je prends un exemple là encore en France. Le Comité consultatif national d'éthique, que vous suivez sûrement de loin en loin à l'occasion des lois dites de bioéthique, dites quasi par antiphrase de bioéthique, et le Comité consultatif national d'éthique a publié en 1920 un rapport absolument fascinant, dont le titre est précisément ça, Eugénisme, de quoi parle-t-on? Et alors, l'introduction de ce rapport dit par ailleurs, l'usage de ce mot relève bien souvent aujourd'hui de ce que Jérôme Goffet nomme un amalgame rhétorique. Sa charge historique constitue, comme le relève Pierre-André Taguieff, un biais interprétatif qui rend difficile une approche neutre du phénomène. C'est pourquoi l'éthique, dans le présent avis, se décline notamment en une éthique du langage, autour d'un mot devenu tellement assourdissant qu'il prend le risque tantôt de déformer, tantôt de masquer les enjeux éthiques importants des pratiques qui lui sont associées. En posant la question l'eugénisme, de quoi parle-t-on, le CCNE entend revenir à un usage juste des mots, qui rouvre une réflexion nécessaire et permet, au lieu d'une impasse, d'emprunter un chemin historique contemporain et prospectif, en interrogeant les ruptures et les continuités entre ces trois temps, enfin c'est les temps historiques de l'eugénisme. Alors évidemment, si vous êtes un sale gosse comme moi, ça ne peut pas manquer de susciter l'hilarité, parce que quand vous dites... Il y a peut-être un biais interprétatif quand on parle de nazisme. Je dis oui, de fait, il y a un petit biais interprétatif. Globalement, on est plutôt contre. Donc, c'est fascinant quand même comme façon de présenter les choses. Et alors, un peu plus loin, le rapport vient au cœur du sujet. La question se pose au vu des débats, notamment parlementaires déjà évoqués, qui font référence à l'eugénisme pour incriminer des pratiques médicales telles que le diagnostic préimplantatoire ou le dépistage préconceptionnel. Le DPN peut aussi renvoyer aux critères de sélection des individus, l'une des composantes de l'eugénisme. Cependant, aucune de ces pratiques ne semble rassembler l'ensemble des critères précédemment retenus, à savoir une visée d'amélioration de l'espèce, au moyen d'une politique d'État tendant à organiser une sélection des individus, à moins d'interroger le déplacement d'une coercition d'État vers une coercition sociétale insidieuse et peut-être non moins vigoureuse. C'est très intéressant, parce qu'il voit très bien le problème. Et vous avez bien compris que... En gros, ils disent que ce qui est en train de se faire, ça n'est pas de l'eugénisme au sens du national-socialisme parce que c'est pas imposé par l'État. Ce qui est incontestable. Vous avez pas, il n'y a pas une loi française qui dise à partir de maintenant, aucun trisomique 21 n'aura le droit de naître. C'est clair, c'est même interdit de faire cette loi. En revanche, quand vous avez 96% des trisomiques 21 qui sont éliminés avant la naissance, vous pouvez vous dire qu'il y a peut-être quelque chose comme une coercition sociétale insidieuse et peut-être non moins vigoureuse qu'une coercition d'État. Et donc, évidemment, tout l'enjeu consiste à savoir si n'est eugénique que ce qui est imposé par la législation d'État ou d'autres formes de sélection des individus ou d'amélioration de l'espèce humaine ont à voir avec l'eugénisme. Moi, voilà, je pense que vous aurez compris que ma réponse est peu importe qui impose les réformes eugéniques, la réalité de l'eugénisme, c'est l'amélioration de la race, quoi que ça puisse signifier en réalité. Et donc, voilà. Évidemment, j'ai cité le CCNE parce que je trouve que c'est une façon extraordinairement claire de poser le problème, mais ce problème-là se pose, encore une fois, très régulièrement dans les conférences internationales, notamment à l'UNESCO. Et donc, évidemment, en retenant un sens limité de l'eugénisme, en l'associant par construction à la coercition d'État, on s'interdit de discuter du sujet. Donc, j'en viens, donc, de là découle qu'un eugénisme libéral serait potentiellement acceptable. Mais alors, j'insiste sur un fait,
c'est que nous, Français, quand on parle d'eugénisme libéral, on pense spontanément à l'eugénisme qui n'est pas sous contrainte d'État. En réalité, initialement, donc c'est liberal eugenics, ça signifie que c'est un eugénisme de gauche. Alors, c'est l'eugénisme de Julian Huxley, qui est supposé être dissocié de l'eugénisme national-socialisme, dont, comme vous aurez entendu le nom, on ne voit pas très bien en quoi il pourrait être catalogué de droite. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Huxley partage avec le national-socialisme d'une part le socialisme, c'est un membre de la société fabienne, c'est un militant socialiste. C'est d'ailleurs une des connexions qu'il y a avec l'activisme anarchique des Sanger et compagnie. Donc il vient de la gauche et il partage avec le national-socialisme non seulement l'eugénisme, mais aussi ce socialisme. Mais pourtant, il rejette, et une partie significative du corpus de l'UNESCO en fait autant à sa suite, il rejette certaines thèses du nazisme, et par exemple, deux thèses importantes, il propose de rejeter le terme de race. Il l'a pas toujours dit, mais après la guerre, le terme est un peu trop connoté, et donc il propose de remplacer le terme de race par groupe ethnique, ce qui, entre nous, me paraît une nuance subtile. Parce que j'avoue que je vois pas très bien la différence intellectuelle, en tout cas. Je vois bien que race est plus facilement associé à racisme, mais dans l'espèce humaine, une race, c'était la définition d'un groupe ethnique. Et donc, on voit pas très bien ce que ça change, mais donc il insiste beaucoup là-dessus. Il très régulièrement, il dit faut pas utiliser le terme de race. Ça ne correspond pas à une réalité scientifique, alors que groupe ethnique si. Et il propose surtout, là pour le coup ça a un vrai sens, d'éviter la confusion national-socialisme entre groupes religieux, notamment juifs évidemment, et race. Cela étant, une fois que vous avez débarrassé l'eugénisme de Huxley de ses scories de confusion qu'apportait le nazisme, donc entre groupes religieux et race, et entre race et groupe ethnique, vous vous trouvez toujours en présence de la possibilité d'améliorer les groupes ethniques. Alors admettons que ça soit moins raciste, enfin ça s'appelle toujours de l'eugénisme. Et donc on ne saurait mieux définir l'eugénisme libéral, qui est l'une des sources. Encore une fois, c'est pas la seule. Hein. Je veux pas dire du tout que l'UNESCO est intégralement sur cette ligne-là. Hein. J'insiste sur le fait que la ligne Maritain continue à perdurer, et pas uniquement dans le monde chrétien. Beaucoup la conférence du Caire et Pékin, les pays musulmans ont, pour des raisons anthropologiquement relativement proches, je pense, de celle du Saint-Siège, ont soutenu les positions du Saint-Siège contre les positions d'Huxley, ou de Sanger. Mais donc, pour comprendre l'eugénisme libéral comme source de la pensée de l'UNESCO, je reviens à la plaquette de Huxley. L'UNESCO, c'est lui de sa philosophie. Il écrit ceci sur l'eugénisme: l'inégalité biologique est évidemment le fondement de l'affirmation de tout l'eugénisme. Mais on ne se rend généralement pas compte que les deux types d'inégalités ont pour l'eugénisme des conséquences absolument différentes et même contraires. L'inégalité de simple différence est désirable, et la préservation de la vérité humaine devrait être l'un des deux buts principaux de l'eugénisme. Mais l'inégalité de niveau ou de degré est indésirable, et le deuxième but essentiel de l'eugénisme devrait être l'élévation du niveau moyen de toutes les qualités désirables. Tandis que les divergences peuvent se manifester au sujet de certaines qualités, il ne peut y en avoir aucune sur un certain nombre des plus importantes, telles qu'une constitution saine, un haut degré d'intelligence générale innée, ou une aptitude spéciale pour les mathématiques, par exemple, ou pour la musique. Donc je sais pas si vous comprenez, pour les mathématiques, par exemple, ou pour la musique. Donc, en gros, il y a deux types d'inégalités que Huxley, comme beaucoup de monde, observe dans l'espèce humaine. Vous avez des inégalités de variété et des inégalités de niveau. Mais alors évidemment, quand on parle d'inégalités de niveau, alors les inégalités de variété, il est parce que la sélection naturelle, c'est bien mieux quand il y a plus de variété. D'accord, très bien. Jusque-là, c'est simple à comprendre. Mais l'inégalité de niveau, comment on fait ? Parce que, évidemment, quelqu'un avec une intelligence limitée peut être un grand sportif. Est-ce que ça nous intéresse ou est-ce que ça nous intéresse pas ? À Sparte, ça nous intéressait. Pour les Jeux Olympiques, ça nous intéresse. Est-ce que ça intéresse M. Huxley ou pas ?
et c'est une question vraiment basique, hein, mais est-ce qu'on se dit ce type a un QI de coquillage, donc c'est non, ou est-ce qu'on se dit il va apporter quelque chose à l'espèce humaine? Mais évidemment, vous voyez bien où je veux en venir avec mes gros sabots, parce que ce qui saute aux yeux pour les qualités différentes des uns et des autres, un prix Nobel de physique peut être un parfait analphabète en littérature, et ça n'empêche pas qu'il apporte vraiment quelque chose à l'espèce humaine. Donc évidemment, avec mes gros sabots, j'en viens au trisomique 21. Est-ce qu'il apporte ou pas quelque chose à l'espèce humaine? Une partie des parents qui acceptent d'avoir des trisomiques 21 disent oui, il a apporté beaucoup plus d'amour dans toute la famille que tous les autres enfants réunis. Ça arrive souvent ce genre de discours. Hein. Alors, je ne dis pas que l'amour est utile à l'espèce humaine, hein. Je dis simplement que c'est un discours qui mérite au moins d'être entendu. Et alors, donc voilà ce que c'est que l'eugénisme libéral, qui est quand même d'un libéralisme, libéralisme philosophique tout à fait militant, mais pas très cool, si je puis dire. Refus de la loi naturelle, en revanche, ça c'est parfaitement clair aussi, c'est le point commun entre la coercition et l'eugénisme sociétal, si je puis dire. Même s'il existe de grands principes moraux donc c'est toujours Huxley là, hein, même s'il existe de grands principes moraux présentant un caractère de généralité et de durée, il n'en reste pas moins que le détail de leur énoncé changera obligatoirement d'âge en âge. L'éthique des peuples vivant en tribu diffère inévitablement de celle de la civilisation féodale ou industrielle. Les systèmes éthiques contemporains reposent encore en grande partie sur des concepts issus d'un monde pré-scientifique et fragmenté en nations. Nous devons les rattacher à notre nouvelle connaissance, à notre nouvelle proximité réciproque. Et par ailleurs, c'est aussi un élément important à propos de la responsabilité. La responsabilité est collective. Une socialisation de la morale. On peut dire d'une façon générale qu'il devient nécessaire d'étendre nos responsabilités et nos jugements moraux personnels à de nombreuses actions collectives et d'apparence impersonnelle. En d'autres termes, nous devons entreprendre de socialiser largement l'éthique. Bon, j'insiste pas sur son progressisme. Je voudrais juste insister, pour finir sur l'eugénisme libéral, sur un point qui est vraiment, à mon avis, crucial. Encore une fois, nous Français, on pense eugénisme libéral non soumis à la coercition d'État, mais Huxley précise bien que c'est libéral au sens anglo-saxon du mot qu'il faut comprendre. Comme je l'ai déjà indiqué, l'organisation sociale est le mécanisme sur lequel l'homme doit compter pour le progrès dans l'évolution. L'organisation sociale est le mécanisme sur lequel l'homme doit compter pour le progrès dans l'évolution. C'est extraordinaire. Donc il faut, la société humaine doit s'organiser pour assurer le progrès dans l'évolution humaine, et le gouvernement est la pièce centrale de ce mécanisme. Donc évidemment, le gouvernement du Troisième Reich a fâcheusement dévié. Enfin, les principes étaient bons et la légitimité aussi. Donc il n'y a pas grand-chose à contester dans les principes du Troisième Reich. Pardon, je plaisante avec des choses qui ne sont pas du tout drôles, mais voilà. Je dois avancer parce que le temps file. Alors, maintenant, l'UNESCO et l'eugénisme aujourd'hui. Refus réaffirmé de l'eugénisme, très régulièrement réaffirmé. J'en prends juste un exemple relativement récent. Le courrier de l'UNESCO de septembre 1999 répondait manifestement à une loi de bioéthique française et comportait un dossier intitulé très clairement, très nettement, Bioéthique, la tentation de l'enfant parfait. Et vous vous dites, ah, on va trouver de la littérature anti-eugénique primaire, genre Cato. En fait, c'est beaucoup plus intéressant que ça. D'abord parce qu'on n'a pas besoin d'UNESCO pour savoir ce qu'on peut penser de l'anthropologie chrétienne, mais surtout parce que ce dossier est admirablement typique de l'ambiguïté que j'évoquais plus haut. On nous dit ceci. Le débat sur un éventuel nouvel eugénisme, c'est charmant, a aussi le mérite de rappeler que le bébé sans défaut est une chimère. Il est impossible de purifier, entre guillemets, le génome, car de nouvelles anomalies génétiques, ce que rappelait Grégor, de nouvelles anomalies génétiques se créent à chaque génération, expliquent les scientifiques. Cette opération serait de surcroît hasardeuse, car personne ne sait de quel gène nos lointains descendants auront besoin. Donc, pour des raisons génétiques, on ne peut pas être en faveur d'un eugénisme trop radical. Mais tout de suite après. Pourtant, agiter le spectre de l'eugénisme est simpliste et dangereux. Insistent la plupart des scientifiques, des industriels de la santé, des bioéthiciens et des défenseurs des droits des femmes. Les adversaires de l'avortement pourraient en profiter pour revenir sur le droit que les femmes ont chèrement acquis de disposer de leur fécondité.
Par ailleurs, dans les pays occidentaux, on parle aujourd'hui d'eugénisme démocratique ou libéral pour désigner le tri que les individus, et non les États ou les collectivités, seront capables d'opérer dans leurs enfants à naître. Mais que pèsera la liberté de choix face au poids des intérêts commerciaux? Avec suffisamment de publicité, le marché des biotechnologies créera un sentiment de culpabilité chez des parents qui n'utiliseront pas tout ce qu'on leur proposera, pense la juriste spécialisée américaine Laurie Andrews. C'est toujours le journaliste du courrier de l'UNESCO qui parle. Enfin, continue, les scientifiques rappellent que la science et la médecine ont toujours progressé, alors ça c'est charmant, ont toujours progressé en transgressant des interdits, et qu'ils n'ont pas à payer le prix des errements des sociétés humaines. Reste que le rythme des nouvelles découvertes doit laisser le temps au public de réfléchir à leurs conséquences. C'est admirable. Et donc, je voudrais juste c'est une blague, mais c'est quand même très révélateur. Il est intéressant de constater que cet article, donc le courrier de l'UNESCO, ça fait très sérieux, mais l'article finit par un mastic. Vous savez ce que c'est dans la presse? Il y a un loupé. L'impression, c'est pas faite. Et donc voilà ce que l'article se finit par une non-fin. On n'a pas les dernières lignes. Voilà comment ça se termine avant cette non-fin. Partout et de plus en plus, les individus seront confrontés à des dilemmes, conclut Noël Lenoir, vous savez, l'ancienne ministre française. Quand on vit dans une société autoritaire, religieuse, c'est plus facile, on a le mode d'emploi. Mais dans les sociétés pluriculturelles et sécularisées, où les citoyens ont accès à l'information et revendiquent, et ça s'arrête là. C'est extraordinaire. Évidemment, je ne suis pas un lacanien de stricte observance, mais je trouve que ce mastic est absolument fascinant, parce que on ne saura pas comment on fait dans les sociétés pluriculturelles et sécularisées. Évidemment, c'est le seul intérêt de l'article. Et accessoirement, mais j'y insiste pas plus que ça, accessoirement les connaissances religieuses des auteurs du dossier sont, disons, fragiles ou lacunaires, parce que là, il y a un article du dossier qui commence comme ça. Là aussi, c'est charmant. Après le sexe des anges, c'est l'âme des embryons qui divise les théologiens. Bon, bref, revenons aux choses sérieuses. Pour conclure, donc on a eu une déviation de l'eugénisme du Troisième Reich à l'eugénisme libéral très volontairement et explicitement soutenu par une partie du corpus de l'UNESCO. Et progressivement, se sont adossés à ça des termes. Donc il y a le birth control, j'y insiste pas, mais un certain nombre de termes ont rendu l'eugénisme libéral plus efficient, si je puis dire. Alors le premier, évidemment, c'est l'écologisme, mais je n'y insisterai pas. L'idée que l'homme puisse devenir un parasite pour l'environnement et la planète, et qu'il y a un optimum de population, etc. C'est une idée très présente dans les Nations Unies, et qui évidemment pousse beaucoup au contrôle des naissances. Je voudrais juste insister sur le transhumanisme, pour finir. La première chose qui est intéressante à noter sur le transhumanisme, c'est que le mot a été inventé par Huxley. Et il a inventé dans un recueil d'articles qui est paru en 57, qui est intitulé joliment In New Bottles for New Wines. Donc évidemment, est-ce que ça veut dire que le transhumanisme est le nouveau flacon de l'eugénisme? Donc il y a un article qui s'intitule explicitement transhumanisme, transhumanisme, en l'occurrence je crois pas que ça soit traduit en français. Et donc dans cet article on lit ceci: l'espèce humaine peut, si elle le veut, se transcender, pas seulement sporadiquement, un individu ici d'une manière, un individu là d'une autre manière, mais dans son intégralité en tant qu'humanité. Nous avons besoin d'un nom pour cette nouvelle croyance. Croyance, ça c'est une foi, c'est pas de la science, hein. Peut-être que transhumanisme fera l'affaire. L'homme restant homme, mais se transcendant, en réalisant de nouvelles possibilités de et pour sa nature humaine. Je crois au transhumanisme, une fois qu'il y aura assez de gens qui pourront vraiment dire cela, l'espèce humaine sera au seuil d'un nouveau type d'existence, aussi différente de la nôtre que la nôtre l'est de l'homme de Pékin. Elle accomplira enfin consciemment son véritable destin, qui est exactement le projet eugénique de départ, hein. C'est le contrôle de notre évolution sous le contrôle de l'élite scientifique pour améliorer l'espèce humaine. Fondamentalement, l'eugénisme, donc c'était l'idée que les lois de l'évolution que nous connaissons maintenant grâce à Darwin, nous pouvons les appliquer nous-mêmes consciemment à l'évolution de l'espèce humaine. Et donc, il n'est pas difficile du tout de constater à quel point la définition de transhumanisme par Huxley, le fondateur du mot, résonne avec ce projet transhumaniste.
Et l'UNESCO est beaucoup moins hostile au transhumanisme qu'à l'eugénisme autoritaire. Je mets autoritaire évidemment avec des guillemets. J'insiste pas. Il y a beaucoup de rapports de l'UNESCO sur le transhumanisme. Et par exemple, je note ceci parce que c'est très révélateur là aussi de la façon dont ces principes avancent doucement. Il convient, donc dans un rapport sur l'éthique des développements transhumanistes, de l'intelligence artificielle, de la gestion des données et des développements transhumanistes, c'est le titre complet du rapport, il convient ici de relever en particulier les dangers potentiels du transhumanisme peu encadrés. On observe en effet des analogies structurelles entre les logiques transhumanistes et celles de l'eugénisme. Les transhumanistes, pour leur part, envisagent une transformation radicale de la constitution humaine, doublée de l'abolition de sa condition biologique. Rien de grave. 3 éléments pourraient caractériser ce mouvement: la fin de la mort, le design anticipé, entendu comme l'arrivée risquée d'une technologie disruptive, et enfin l'augmentation et la pleine libération des capacités humaines. Et donc, d'une certaine façon, qui peut être contre ça? Moi j'avoue que j'ai pas tellement le fantasme de la fin de la mort, parce que je pense que ce qu'il y a derrière est plus intéressant que ce qu'il y a devant, mais je comprends que ceux qui n'y croient pas préfèrent qu'on abolisse la mort. Mais encore une fois, le problème c'est que c'est pas assez encadré. Sinon tout va bien. Tout va bien. Donc on laisse à quelques scientifiques la possibilité de décider ce qui va être bon pour l'espèce humaine. Et voilà. Je termine juste en conclusion sur les papes et l'UNESCO. Vous savez qu'en particulier Jean-Paul II a fait un discours remarqué à l'UNESCO en juin 80, quand il était venu à Paris. Et vous allez entendre, ça résonne beaucoup avec Maritain, évidemment avec ses qualités différentes des uns et des autres, mais nous nous en rendons compte, mesdames et messieurs, l'avenir de l'homme et du monde est menacé, radicalement menacé, en dépit des intentions certainement nobles des hommes de savoir et des hommes de science. C'est rigoureusement Maritain. Et alors que la science est appelée à être au service de la vie de l'homme, on constate trop souvent qu'elle est asservie à des buts qui sont destructeurs de la vraie dignité de l'homme et de la vie humaine. Et pour moi, le cœur du sujet, c'est la notion de dignité de l'homme. Vous avez 2 visions de la dignité de l'homme, comme 2 visions des droits humains, et c'est là que personnellement je m'écarte un peu et de Maritain et de Jean-Paul II, parce qu'en liant trop fortement l'anthropologie chrétienne à la pensée des droits de l'homme, on risque quelque chose. Donc je vois très bien l'intérêt, évidemment, c'est pas du tout pour critiquer ça. Maritain aurait été inaudible en parlant de saint Thomas à la conférence de l'UNESCO, évidemment. Mais si on dit que les droits de l'homme ne sont que ce qu'on entend parfois, ne sont que la nouvelle version de, par exemple, la loi naturelle ou l'anthropologie chrétienne, matériellement, ça recouvre effectivement à peu près la même chose que la loi naturelle. Mais formellement, c'est très différent. Parce que la loi naturelle renvoie à une nature humaine objective que nous recevons et que nous ne nous donnons pas nous-mêmes, à l'inverse des droits de l'homme qui sont constructivistes, par construction si je puis dire, et soumis à la versatilité d'une majorité parlementaire. Et donc si la majorité parlementaire décide que, par exemple, les vieillards, c'est une vie qui est insupportable pour eux, et donc il faut leur donner la mort miséricordieuse, qui s'appelait en allemand Gnade Tod, et qui a donné les résultats qu'on sait, et qui pourrait s'appeler toujours en français la mort miséricordieuse, et qui pourrait donner les résultats qu'on imagine facilement, qu'on voit déjà en Belgique, et qu'on imagine facilement prochainement en France. Évidemment, c'est pas du tout la même chose de parler de dignité en ce sens-là, ou de dire que toute vie humaine est digne parce que elle a une destinée surnaturelle, elle est créature de l'homme, créature de Dieu, pardon, et le lapsus n'a rien de révélateur, elle est créature de Dieu et a une destinée surnaturelle. Et donc, évidemment, si vous liez trop étroitement le discours de résistance à cet eugénisme des Nations Unies et de l'UNESCO en particulier à la pensée des droits de l'homme, vous risquez tôt ou tard d'être emporté par la vague des droits de l'homme, parce que les nouveaux droits de l'homme dont on parle aujourd'hui, c'est les droits transhumains. Et évidemment, il n'y a pas beaucoup d'imagination à avoir pour se douter que ces nouveaux droits de l'homme pourront devenir assez violemment mortifères, au moins contre certains humains. Voilà. Donc, en tout cas, je suis pas certain que ces nouveaux droits de l'homme puissent empêcher durablement l'eugénisme de poursuivre guerrièrement une nouvelle carrière.
Et il est douteux que cette carrière soit une bonne nouvelle pour l'humanité réellement existante, à défaut de l'humanité dont nous rêvons dans nos utopies. Merci.